Bonjour à tous, bienvenue pour le cycle des visiteurs du jeudi, qui est porté donc par Artifarty et Hôtel 71. Donc généralement, ce cycle il a lieu directement dans notre bâtiment Hôtel 71 qui est situé à Confluence à Lyon. Et donc en ce moment, on propose ce cycle en ligne. Donc pour faire un petit aperçu avant de vous parler de Quentin, Hôtel 71, c'est donc un bâtiment qu'a acheté à l'association Artifarty. Artifarty, c'est l'association lyonnaise qui porte le festival Nuit Sonore, les forums culturels European Lab, qui opère aussi le food court Hit et le Sucre, le club Le Sucre à Lyon. Et Hôtel 71, c'est aussi un lieu dédié à l'accompagnement de porteurs de projets culturels et médias. Donc on a aujourd'hui 2 dispositifs distincts, un comptoir d'urgence et d'orientation à destination des structures culturelles du territoire de la métropole de Lyon, où on essaye de répondre à un maximum de questions de porteurs de projets sur des aspects de structuration juridique, de financement, de développement de projets. Et en parallèle, on a lancé donc cette année un incubateur dédié aux médias émergents. On a été lauréat d'un dispositif du ministère de la Culture qui nous a permis de déployer ce dispositif à Lyon. Et donc, on accueille 8 structures qui étaient déjà avec nous l'année dernière, parmi lesquelles vous retrouvez MX Lyon, Lyon City Crunch, Flush Magazine, Cheesenan Productions et bien d'autres. Et puis, on a complété cette promotion cette année avec une dizaine de nouveaux projets qui ont répondu à un appel à candidature et qui sont, depuis quelques semaines, nous ont rejoints dans cet incubateur pour être accompagnés pendant 1 an. Par les équipes d'Artifarty et par des partenaires d'accompagnement aussi bien sur les thématiques médias que sur des problématiques liées à l'entrepreneuriat un peu plus classique. Donc Trax c'est aussi un de nos partenaires médias sur ce sujet-là, en compagnie aussi de Street Press, Rue 89 Lyon et d'autres médias lyonnais ou nationaux. Et donc ce cycle des visiteurs du jeudi, il vient pour compléter aussi cet accompagnement. En général, les intervenants voient aussi en individuel nos porteurs de projets sur la journée, puis on propose un temps ouvert au public qui nous permet de discuter de thématiques et de sujets soit liés aux médias émergents, soit liés au secteur culturel. Donc on a pu recevoir une avocate spécialisée dans le secteur culturel, Alexandra Jouclard, précédemment, ainsi qu'Antoine Pecker, qui était journaliste et qui nous a un peu décrypté le plan de relance de français sur toute la partie culturelle. On va recevoir dans les prochaines semaines Pierre Bussière, qui est expert en stratégie digitale et réseaux sociaux et qui est également en charge de la stratégie de la campagne de député européen de Raphaël Glucksmann. On va recevoir Aurélien Valette, qui est responsable de la communication des rencontres photographiques de Arles. On va recevoir Christophe Corré, qui est directeur musique de BETC. Et vous retrouverez toutes ces informations sur le site hotel71.eu. Donc aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Quentin Guerriot, qui est donc le directeur général de Trax Magazine, Bon Esprit, et de Mind Magazine, dont il va vous parler un peu plus précisément. J'attends que Quentin, tu sois installé avec nous. Désolé. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir discuter avec nous aujourd'hui. En plus, tu as aussi pu voir un peu tous les nouveaux projets qu'on accueille à Hôtel 71 cette semaine, tous les projets médias, et tu nous accompagnes aussi sur cette phase un peu d'entrée des projets pour qu'on puisse un peu comprendre au mieux leurs problématiques.
Est-ce que tu peux déjà nous refaire un petit état des lieux de l'écosystème que tu diriges aujourd'hui, comment il se compose, quelles sont un peu vos activités? Yes, sans souci. Pour le faire succinctement, et parce qu'on va sûrement rentrer dans le détail après, mon écosystème, en gros, c'est une agence qui s'appelle Bon Esprit et deux médias. Il y en a un qui s'appelle Mint, qui parle globalement de bonne bouffe et de voyage, et l'autre qui s'appelle Trax, qui est un média qui traite des cultures festives, qui historiquement est né dans les cultures électroniques. Mais aujourd'hui, on aime bien le résumer comme un média des cultures festives et engagées. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait évoluer le média. Et donc voilà, ces deux médias ont des magazines papier. Ces deux médias ont aussi de la vie, sont assez actifs sur le digital, donc bien sûr les réseaux sociaux sous forme de vidéos. Et ces médias s'associent avec des marques par le biais de Bon Esprit, qui du coup est une agence. Donc Bon Esprit a beaucoup plus vocation à être une structure B2B. Et dans Bon Esprit, donc on retrouve pas mal de savoir-faire. Et pour le résumer, on peut dire que nos terrains de jeu médias amènent plus ou moins autant de compétences au service de l'agence et donc au service des marques. Et avec les marques, on peut travailler en association, c'est-à-dire le média et telle marque ou telle institution présente. Et on peut aussi travailler donc en marque blanche, c'est-à-dire de façon quasi invisible. Et donc voilà, donc je rentrerai sûrement dans le détail un peu plus tard des compétences et des métiers. Mais si vous voulez vous faire un avis en parallèle, le site Bon Esprit résume pas mal ce qu'on sait faire. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu du coup d'abord de ton parcours, puis après de la partie un peu média de cet écosystème, et ensuite que Mhm. tu nous parles un peu plus précisément du modèle économique et de comment se structure ton organisation de ce point de vue-là. Donc, est-ce que Ouais. tu pourrais revenir un peu sur ton parcours et comment toi tu t'en es arrivé là aujourd'hui? Alors, moi j'ai un parcours un petit peu, enfin particulier. Ça arrive à plein de gens, mais plus ou moins, enfin assez autodidacte en fait. Ma particularité, c'est je peux pas dire que j'ai toujours su que je voulais travailler en médias et en industrie culturelle, mais en tout cas, je l'ai vite testé. Donc, on va dire que mon profil et mon premier test, tout simplement, c'est au lycée, euh, où j'avais monté une web radio associative avec des copains, et c'est donc mon premier échec. Voilà, donc c'est quelque chose, voilà, on a testé, on a eu des petites subventions, c'était sympa. Et puis, il n'y a pas eu de suite, mais voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier. On va dire que j'ai toujours été passionné de culture mais je savais que je voulais pas être musicien ou artiste, par exemple, et que ma place était sûrement ailleurs dans cet écosystème. Et par la suite, en gros, à 19 ans, j'ai entamé une expérience assez fondatrice pour moi, puisqu'en gros, j'ai commencé, j'ai fait partie de l'équipe fondatrice d'un magazine qui s'appelait Snatch. Pour ceux qui le connaissent, voilà, c'était un magazine très culturel au départ et qui est devenu assez sociétal au fur et à mesure. La particularité de ce média, c'est qu'il avait un ton, il avait une exigence journalistique assez élevée. Au début, c'était assez amateur, et puis ça s'est vachement structuré. En fait, en ayant commencé ça à 19 ans, j'ai eu un parcours, en fait. Moi, mon aventure chez Snatch, c'est 7 ans à peu près au total. Et j'ai eu un parcours qui m'a permis de gravir les échelons vraiment par le bas, et en apprenant les compétences vachement par le tas, quoi. Sur le tas, pardon. Donc voilà. Et donc en parallèle, j'ai pas spécialement fait d'études. Donc je vois que dans les inscrits, j'ai un vieil ami, Kevin Granville, avec qui j'ai rapidement fait des études. Je crois que j'avais tenu 4 mois. Mais donc voilà. Donc à l'époque, si vous voulez, je me suis un peu jeté corps et âme là-dedans. Et puis en cours de route, j'ai fait un BTS en CNED en candidat libre c'était un peu le deal avec mes parents, quoi. Et en fait, donc chez Snatch, si je fais un parcours par compétences, c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment touche à tout. Donc au début, j'écrivais. C'était un gratuit la première version, donc je me suis occupé de la diffusion de presse du magazine. Ça aura sûrement son importance après, parce que la compétence, je l'ai gardée et on en a fait une activité à part entière. Et donc à l'époque, ouais, je diffusais la presse, je posais les affiches avec des copains la nuit, et je commençais vachement à m'intéresser, on va dire, au sujet de communication. Et c'est notamment par ce biais-là et par la communication qu'après j'ai affiné, on va dire, mon parcours et mon profil.
La première version de Snatch, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus ou moins, entre guillemets, un deuxième échec dans mon parcours, parce qu'en fait, concrètement, la société, on l'a fermée. La première société de Snatch, elle a été fermée, parce qu'on voilà, on s'y est mal pris, on a été tout feu, tout flamme sur pas mal de sujets, du coup, on s'est planté. Ça a eu le mérite d'attirer l'intérêt, on va dire, d'un mécène, d'un investisseur qui nous a dit que c'était quand même dommage que ça s'arrête là, et c'est à partir de là que commence, on va dire, le deuxième Snatch. Même si en soi, je vais vous résumer ça, on va dire, par étapes clés. Et donc à ce moment-là, donc finalement, donc c'était qu'une pause. On se relance. À partir de là, on a pas mal de journalistes assez aiguisés qui nous rejoignent. À partir de là, donc je n'écris plus. C'est assez important pour moi de définir aussi le profil des journalistes qui nous ont rejoints parce que ça m'a vraiment, le fait de ne plus écrire sur le moment, je l'ai pas forcément super bien vécu, mais avec du recul, ça a vraiment totalement modifié et ancré ma façon de voir déjà le métier de journalisme et l'approche du contenu. Voilà, j'avais des collègues journalistes extrêmement exigeants. Voilà, bon, je suis pas objectif, mais que je trouve toujours extrêmement fort. Et donc voilà, et mon parcours là-dessus, c'est vachement orienté sur d'autres métiers. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris en main les réseaux sociaux, les événements, la communication et les partenariats. Suite à ça, je me suis mis à continuer à piloter donc tout ce qui était réseaux sociaux, partenariats. Et je me suis mis aussi à faire un petit peu de publicité culturelle. Donc j'ai commencé à vendre de la publicité dans la culture. Euh, ta, 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 En parallèle, j'ai créé donc Bon Esprit, qui à l'époque était une structure vouée à produire des événements de façon associative. Bon, bah, comme je vous l'ai dit en intro, c'est cette structure qui finalement est devenue l'agence un peu centrale de toutes mes activités, mais je l'ai lancée à l'époque comme ça. Et finalement, chez Snatch, j'ai fini par diriger tout ce qui était publicité, opérations spéciales, et toujours en pilotant le reste, donc les réseaux sociaux, les partenariats de manière générale et la communication donc, de Snatch, quoi. Ok. Et donc, juste pour bien comprendre, Bon Esprit, ça existait déjà donc avant que toi tu rejoignes Trax, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Bon Esprit, je l'ai créé à l'époque comme un à côté parce que je faisais pas mal d'événements chez Snatch et bon, pour le résumer un peu grossièrement, à un moment donné, mes camarades chez Snatch, bon, je résume grossièrement l'histoire, mais ils m'ont demandé de lever le pied un peu sur les événements Snatch et du coup, bah moi, j'avais une forme un peu de fougue, quoi, de petite folie entrepreneuriale. Bon, pas assez pour monter une société en parallèle, hein, mais je me suis dit, allez, je vais monter une asso qui aura un nom dédié. Et cette association Bon Esprit, au début, elle m'a servi à produire les événements de Snatch, mais aussi à en produire d'autres qui, moi, me faisaient kiffer particulièrement. Donc, mes premières fêtes en nom propre, en Bon Esprit, c'est des fêtes bon, vachement dans l'air du temps. C'était il y a 12 ans maintenant. Des fêtes dans des hangars désaffectés, anciennes imprimeries, bon, des choses qui sont assez banales aujourd'hui et enfin, c'est des trucs où j'ai rien inventé, hein, bien sûr, mais disons qu'à l'époque, il y avait un élan. Donc moi, je viens de banlieue, de région parisienne, mais il y avait vraiment un élan à ce moment-là à Paris qui était assez facile à capter, mais qui était naissant, de sortir des clubs, quoi. Et donc, j'avais envie aussi d'en être à cet endroit-là parce que ça racontait des choses qui me parlaient bien, quoi. Et donc Ça voilà, marche. donc ouais, bon esprit, ça a été ça au démarrage. Donc un support d'événements pour Snatch, ça a été aussi un support pour moi pour produire des opérations spéciales, et c'était aussi des événements en propre. Puis j'avais aussi des projets en parallèle. Je bossais avec des mairies, la mairie de Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, la mairie de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà, c'était ça, bon esprit au départ. Voilà, donc ça c'est mon parcours chez Snatch. Ensuite, je suis arrivé chez Trax. Alors à la base, je devais développer le business et les activités d'agence de Trax. Finalement, ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que disons qu'il y avait une maison à ranger, quoi. Il y avait beaucoup d'ambition, il y avait des moyens. Trax venait de faire une levée. Parce que juste quand Euh, tu es arrivé, Trax, ça existait déjà depuis une dizaine d'années, c'est ça? Ah ouais, ah non, mais même plus, hein, parce qu'en fait, Trax, c'est un média, Trax, qui a dû appartenir, je dirais, à au moins 4 ou 5 sociétés Ok. différentes. Et là, c'est un média qui a 24 ans. Donc, moi, quand j'arrive, peut-être même plus d'ailleurs, parce que quand j'arrive, ils fêtent leurs 20 ans.
Donc, moi, quand j'arrive en tant que responsable du développement agence, en vrai, ouais, ça a déjà 20 ans. Donc, non, non, ouais, c'est un média qui est chargé d'histoire, ce qui est à la fois une force et en même temps, c'est quelque chose avec lequel il faut savoir dealer au quotidien. Donc, voilà, c'est autant une force qu'un défi. Et à la base, moi, j'arrive vraiment pour développer l'activité d'agence parce que bah, c'est un petit peu ce qui a marqué la fin de mon parcours chez Snatch. Mais finalement, il y a eu un petit virage dans ma collaboration, on va dire, avec le Mediatrax, dans le sens où on va dire qu'on a conjointement estimé qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire avant de développer l'activité d'agence du média, parce que pour le résumer un peu facilement, bah, quand on se développe en tant qu'agence, il faut des savoir-faire, mais il faut avoir les idées au clair aussi. Il faut que la team ait les idées au clair. Et disons qu'il y avait un petit peu de rangement à faire, quoi. Ok. Dans la maison, il y avait de la structuration à donner, il y avait beaucoup d'idées, mais ça partait peut-être un petit peu dans tous les sens, quoi. Donc, suite à ça, en fait, ma mission a évolué et ma mission, c'est devenu chargé de développement. Bon, c'est un intitulé un peu fourre-tout, mais en gros, en synthèse, ça veut dire que pendant 2 mois, j'ai travaillé à faire un audit. En gros, la liste des choses à modifier dans le média. Qu'à la fin de ces 2 mois, j'ai livré donc mon audit. Il y avait 15 gros chantiers. Ça allait de revoir. Et donc là, ça dépassait largement les sujets d'agence et de business, hein, si vous voulez. Donc, il y avait revoir la ligne édito sur le print, revoir la Ok. ligne édito sur le web pour la différencier, avoir une vraie stratégie sur Facebook et Instagram, euh, revoir les fiches de poste en interne, essayer de revoir aussi l'organisation, c'est-à-dire le rythme des réunions, à quel moment et pourquoi on se croise, pour essayer aussi d'amener bah, du confort, de l'autonomie, de la fluidité dans les rapports. Bon, augmenter le chiffre d'affaires, ça, il n'y a pas de surprise, mais de différentes manières, via les événements, via la culture, mais via aussi donc ce qu'on appelle le hors captif. Donc, bah, c'est toutes les sources de revenus qui n'étaient pas culturelles. En gros, c'est ça le hors captif. Créer des premiers cases, des premières expériences d'agence de Trax. Et bon, là, je ne vais pas vous citer tous les points, mais en gros, j'avais une quinzaine d'indicateurs. Et donc, ça, c'était une mission de 2 ans. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Au bout d'un an, 1 an et demi, je savais que j'avais atteint une bonne partie de mes indicateurs. J'avais baissé un petit peu la masse salariale. Bon, c'était pas un but en soi, mais c'est que c'était possible. Augmenter les revenus. La stratégie sur le web était beaucoup plus visible. Les chiffres surtout étaient au rendez-vous, puisque bah, l'audience a assez vite grimpé. Bon, c'est pas le fait que de mon intervention, hein, c'est le fait bah, déjà de camarades chamés qui ont grave épousé le mouvement et avec qui ça s'est super bien passé. Et puis c'est aussi vachement le fait, je pense, du fait que Trax s'est aussi structuré et développé à ce moment-là en tant que référent des cultures électroniques, à un moment où en fait les cultures électroniques étaient vachement aussi en train de grossir. Il y avait un nombre de clubs grandissant, un nombre de collectifs grandissant. Donc voilà, je pense que c'est un alignement des planètes qui a rendu ça possible. Mais en tout cas, bah, du coup, mon bilan était bon. Et je m'apprêtais à partir, puisqu'a priori, un chargé de développement, donc c'est plutôt une mission courte. Bah, on arrive avec des indicateurs, on les déglingue ou pas, et après, si on reste trop, c'est pas bon signe dans un sens ou dans l'autre. Et donc, j'étais plus ou moins bah, sur le départ. Et on m'a proposé bah, le défi d'après, on va dire. On m'a proposé de devenir directeur général, parce qu'en tant que chargé de développement, si vous voulez, par exemple, je n'avais pas d'accès direct au sujet de finance et de comptabilité, enfin tout le reste du scope qu'on peut retrouver bah, dans un poste de direction générale. Et donc là, on m'a proposé de devenir directeur général sur quelque chose d'un petit peu particulier, parce que bon, bah, pour vous partager un peu la réalité de ce qu'a pu être Trax et bah, l'arrière-cuisine, hein, la réalité de ma prise de poste en tant que directeur général. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, on va dire, mes prédécesseurs, avaient peut-être pas forcément super bien géré les sujets financiers. Donc en fait, moi, quand je deviens directeur général, on me le propose bah, pour que j'aille plus loin dans ma démarche, parce que sur les indicateurs que je m'étais donnés, bah, tous les signaux étaient au vert. Mais on me le propose aussi parce que il y a encore un peu de rangement à faire, on va dire, et que Ok. la boîte est prometteuse, la boîte est sur une bonne trajectoire. Mais la structuration financière et comptable reste à faire, en gros. Et pour parler très franchement, il y avait des dettes un petit peu cachées. En tout cas, il y en avait certaines qui n'étaient pas gérées et il y en avait certaines qu'on découvrait. Donc, on me propose ça avec voilà, un petit peu de défi.
Donc, défi sympa, mais défi quand même un petit peu stressant. Là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait conjointement avec quelqu'un qui a été très important et pour Trax et pour la suite de mon parcours, qui s'appelle Raphaël Ferreira, qui en fait à l'époque était un actionnaire dormant, mais très, comment dire, très attentif et bienveillant à l'évolution du projet et à son avenir. Il y a une bonne partie de mon parcours de ces 2 premières années chez Trax qui s'est fait beaucoup en fait en collaboration étroite avec Raphaël, avec cette personne, et qu'en fait la suite du projet s'écrit encore plus avec lui. C'est-à-dire que quand on me propose ce défi, il me dit bon bah si tu veux, moi je mets aussi un peu des conditions en fait, des conditions financières en disant je suis d'accord pour être directeur général, mais il faut que j'ai des garanties là-dessus, et puis bah, je le sollicite sur une levée de fonds. Voilà, donc Ok. lui, il mobilise les actionnaires et avec un plan très précis, bah, on se donne un défi d'1 an. Où on se dit, bon, bah voilà, il y a une petite levée de fonds, elle n'est pas forcément énorme, mais on se dit, voilà, tu as déjà fait ça, il reste à faire ça, tu es directeur général, on accède à ces demandes, c'est parti. Et donc voilà, donc à ce moment-là, je deviens directeur général. Bah, mes 3, 4 premiers mois, franchement, tous les mois, je découvre de nouvelles dettes. Donc, c'était un petit peu stressant parce qu'il y en avait un petit peu plus que ce qu'on pensait. Mais parallèlement, bah, on me donne totalement carte blanche. Donc, j'ai pu faire aussi arriver d'autres profils. On a pu aussi réorganiser la boîte totalement, on va dire, autant dans le personnel que bah, sur d'autres aspects où j'avais pas 100% la main. Et en fait, parallèlement à ça, bah, enfin, coup de chance. La réussite nous sourit et en fait, on dépasse largement nos objectifs. Donc c'est l'année 2017, je crois. Et donc à ce moment-là, en fait, on dépasse largement nos objectifs sur l'agence et du coup, gros ascenseur émotionnel. Bon, à la fois parce que donc du coup, il y a eu des données un peu financières stressantes, mais dans le même temps, on dépasse nos objectifs et du coup, on arrive à solder tous les arriérés, à restructurer tout ça et du coup, ben voilà, année victorieuse. Et derrière ça, notamment, bon, je pourrais citer beaucoup de camarades, je le fais pas forcément là parce que ça serait encore un peu plus long, mais et donc suite à ce point-là, bah, en fait, cette même personne, donc ce même Raphaël, en fait, on a des discussions un peu plus profondes sur le sujet. Et en gros, il me dit bon, où est-ce que tu veux en venir à terme là? Ça a bien fonctionné cette année-là. C'est quoi ton rêve? Où est-ce que tu veux aller? S'il faut savoir, c'est que Raphaël, à la base, c'est un entrepreneur qui vient pas forcément de notre milieu, mais qui a un gros bagage entrepreneurial et qui, dans ses expériences, a connu le succès par le passé. Et du coup, bon, bah, il était aussi investisseur. Il est en capacité d'investir, mais au-delà de ça, il était aussi en capacité, on va dire, à nous connecter avec le Ok. monde d'autres profils qui sont en capacité d'investir et qui en tout cas aiment investir dans des projets qui font sens si c'est carré et que les profils en face bah, leur donnent des gages de crédibilité, quoi. Ça marche. Euh, et donc c'est à ce moment-là qu'en gros, bon, je prends pas mal de raccourcis, je vous cache pas sur les histoires, mais en gros c'est à ce moment-là qu'on dit ok, on va structurer tout ça comme un groupe. On fait une levée de fonds qui est plus conséquente. Du coup, on fait un certain nombre de recrutements qui sont plus conséquents. Et voilà, je vous le résume grossièrement, mais c'est à ce moment-là qu'on fait OK, on accélère de façon un peu plus costaud, avec bah, une levée de fonds qui va en face. Alors, si vous voulez, nous, les levées de fonds, on les fait pas du tout dans des logiques start-upeuses, on va dire, prendre de l'argent, le dépenser et aller capter, capter le marché, ce genre de choses. On le fait un peu avec une logique de bon père de famille ou je sais pas, comme vous voulez, quoi, à l'ancienne, on va dire, c'est-à-dire on fait une levée pour des objectifs assez court terme, des objectifs qui sont à 1 ou 2 ans et qu'on doit savoir atteindre par nos propres moyens et qui doivent nous rendre autonomes assez vite. En gros, on lève des fonds pour se payer des compétences ou du matériel, on va dire au sens large, qui nous permet de passer des marches et on doit assez vite se prouver qu'avec ça, on est rentable. Donc, c'est comme ça qu'on a fait en sorte d'évoluer à chaque marche. Et toujours avec l'objectif, si possible, du coup, d'être bénéficiaire. Et bon, bah, globalement, on n'est pas dans des activités qui reversent des dividendes. Généralement, à chaque fois, les dividendes sont donc réinvestis pour développer l'activité, quoi. Ça marche. Et
voilà, je sais pas, Yvan, si tu vois, me poser une question ou quoi pour réorienter le truc. Non, mais je vais réorienter un peu sur la partie média, que tu nous détailles un peu cette partie-là, et on Mhm, reviendra sur le modèle un peu d'agence et modèle économique ensuite. Mais juste, je redis aux participants de ne pas hésiter à poser des questions dans le chat. Il y a aussi un canal questions et vous pouvez sans hésiter en poser. On fera au mieux pour y répondre aussi. Pour revenir un peu juste sur le média, donc tu parlais de deux médias, donc il y a Trax Magazine et Mint Magazine. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les deux lignes éditoriales de ces deux médias? mhm. Je vais commencer sur Trax, sur lequel j'ai le plus travaillé. Trax, aujourd'hui, on le résume pas mal comme ça, en disant qu'il est festif et engagé. En gros, Trax, pour ceux qui le connaissent, c'est un magazine qui est né dans les cultures et les musiques électroniques. Moi, quand je suis arrivé, c'était il y a 6 7 ans, ouais, c'était il y a 6 7 ans maintenant. Un de mes principaux chantiers, bon, pour ceux qui connaissent Snatch, ça va pas du tout vous étonner. Ça a été d'essayer d'ouvrir en fait le média, c'est-à-dire pas du tout renier son passé, mais utiliser Trax et son contexte comme un territoire qui nous permet de regarder la société. Et du coup, ça s'est traduit comment? En fait, on s'est dit, OK, Trax ne va pas forcément trop s'ouvrir culturellement, c'est-à-dire Trax ne parle pas de pop. Moi, par exemple, j'aime bien Tame Impala. Bon, on retrouvera peut-être pas Tame Impala en couverture de Trax. J'aime bien de la chanson française. Bon, a priori, Trax n'en parlera pas. C'est pas la mission de Trax. Par contre, Trax a essayé de s'ouvrir en disant, on va défendre les métiers, on va défendre les créatifs qu'on trouve à l'intérieur. Si on peut parler de l'écologie dans la fête, on en parlera. S'il y a du mobilier trop cool pour ranger ses vinyles, on en parlera. Et donc, voilà, on a essayé de beaucoup ouvrir le média comme ça, en testant plein de choses sur le web, parce que le web permet de patater. Je sais pas, entre 6 à 8 prises de parole par jour. Donc, c'est autant d'occasions de tester des choses. Et donc, voilà, donc on a vachement ouvert le média comme ça, ce qui nous permet de vivre avec l'histoire du média et d'essayer de toujours la sublimer et de jamais l'oublier, mais d'explorer aussi plein de nouvelles histoires. Et bon, il y a des journalistes aussi qui nous ont rejoints et qui sont en partie, notamment Simon Clair, un ancien de Snatch, qui sont des gens qu'on a pu retrouver chez Society, Sopress. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est des gens qui aiment beaucoup la culture, aiment ce sujet-là, mais vont toujours se mettre en priorité le journalisme et l'histoire qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est pas des gens qui sont là pour percer dans les musiques électroniques, c'est des gens qui sont là pour percer dans le journalisme, ce qui explique des enquêtes plus poussées sur des sujets peut-être un petit peu plus inédits, on va dire, dans nos médias culturels. Et voilà, ça va de un dossier sur l'écologie, un numéro clairement, un dossier clairement baston, anecdote, où on fait une couverture avec des videurs. Voilà, donc voilà, c'est ce qui nous permet de bien nous amuser de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, sur Trax, que ce soit en vidéo, sur le papier, sur le web, on peut retrouver des formats sur le graphisme, sur la danse, avec toujours une connexion avec notre univers. Donc voilà pour Trax. Et puis pour Mint, donc Mint, c'est Déborah Fam qui en est la fondatrice. C'est un média qui existe depuis, je pense que ça va peut-être faire 10 ans là. Ouais, j'ai pas la date exacte en tête. Mint, la tagline, c'est Eat and Explore, donc Juste, manger et ouais. est-ce que Mint, il existait déjà avant d'être dans Ouais, avec vous, c'est ça? ouais, ouais, tout à fait. Ok. Déborah, en gros, elle a créé ça en sortant d'école de journalisme. Donc, projet pour elle, projet de fin d'études plus plus, quoi. Où, avec sa meilleure amie, en fait, qui est DA, elles se sont dit, ah, OK, on va faire un magazine sur tout ce qu'on kiffe. Déborah, journaliste, Noémie Sedi, DA. Et voilà, elles se sont lancées là-dedans. Donc, projet un peu chevaleresque. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, à l'époque, on était proches, on va dire, via des personnes en commun. Enfin, ils étaient proches de l'univers de Snatch. En fait, moi, quand je l'ai vu arriver, lancer son magazine, spontanément, je l'ai aidé. On a diffusé son magazine, par exemple. On s'est occupé de sa diffusion. Et puis, au-delà de ça, on l'aidait et on l'a conseillé. Donc, chez Snatch, j'avais des camarades qui l'aidaient plus sur sa ligne édito. Moi, je l'ai aidé peut-être plus sur d'autres enjeux, notamment ceux du business et de la structuration, on va dire, de sa boîte, quoi. Et en fait, Mint, le média a intégré le groupe Bon Esprit, c'était il y a 2 ans maintenant. Mais en fait, c'était une suite logique parce que ça faisait 7 ans qu'on se connaissait, on s'appréciait et que surtout, je lui donnais plein de coups de main parce que j'ai toujours
toujours de l'affection déjà pour les gens qui entreprennent, quoi, peu importe ce qu'ils entreprennent. Et puis bah là encore plus, médias super quali dès le départ. Donc voilà, donc on était assez connectés. Et en fait, bah quand moi il y a eu cette accélération, on va dire, cette structuration de boîte et cette levée de fonds, c'est vite posé la question de mettre à profit nos compétences médias pour un autre média. Et du coup, moi, assez naturellement, j'ai proposé Mint parce que je suis pas du tout un expert en fait de l'univers de Mint, mais bah, justement, je me disais, bah, Debo, en fait, elle est experte de ça. L'univers, il est charmé. L'univers, je le trouve porteur. À la fois éditorialement sur le voyage et la bonne bouffe, les restaurants, les producteurs. Il y a un truc à dépoussiérer. Et voilà, on avait fait un petit peu des petits sondages autour de nous avant, tu vois. On en avait parlé à des journalistes, à des proches, à des annonceurs. Et tous nous avaient dit, franchement, allez-y, il y a clairement une place à prendre sur cet univers-là, quoi. Donc, si on devait faire une petite famille de médias autour de Mint, on peut se dire que bah, sur la bouffe, voilà, on va peut-être chercher on pourrait dire qu'il y a une inspiration ou qu'en tout cas à terme, on va chercher à titiller le fooding à certains endroits. On va chercher à dépoussiérer certaines autres revues qui parlent de ça, mais peut-être d'une manière un peu trop à l'ancienne à notre goût. Et voilà, sur le voyage, je sais pas forcément quel autre parallèle je pourrais faire, mais voilà, je vous invite peut-être à aller sur l'Instagram de Mint ou sur le site web qui résume bien l'ADN du média. Mais en gros, Eat and Explore, manger, voyager, c'est vraiment ça l'idée. C'est un magazine qui vous emmène en Irlande, en Italie, dans plein d'endroits super beaux, avec une DA très léchée, une façon d'aborder les sujets qui est toujours assez exigeante. Et puis, de plus en plus, une ligne qui va aussi de plus en plus s'ouvrir sur des sujets sociétaux. Donc, ça peut se traduire sur un dossier sur les plongeurs dans le dernier numéro, qui est un dossier qui nous tenait vachement à cœur parce que, bah, bien sûr, les plongeurs étaient ravis qu'on s'intéresse à leur cas et qu'on les mette en image et en texte. Mais on a eu beaucoup de soutien des chefs, en fait, et des professionnels bah, des milieux de la restauration. Et c'est un fil qu'on va tirer parce que bah, c'est aussi une patte un peu qu'on essaye de mettre, de garder, d'entretenir dans le groupe. Moi, à titre perso, forcément, ça me ramène à mes années Snatch et à une volonté d'ouvrir les sujets sur la société et d'essayer de tirer les plus belles histoires qui sont parfois sous notre nez mais qu'on a oublié de raconter. Et donc, voilà, Mint, c'est un média qui va aussi de plus en plus raconter ces histoires-là, c'est-à-dire les histoires qui sont peut-être pas assez racontées, que ce soit dans le voyage ou dans la cuisine, quoi. Ça marche. Ok, ok. Et donc Trax, là, à l'origine, c'était toujours un mensuel, c'est ça? Et là, Ouais, depuis peu, vous êtes passé sur un format semestriel. Est-ce que tu ouais. peux un peu Bah, nous en parler de ce choix-là et de pourquoi vous avez fait ce choix-là? Est-ce que ça implique un peu pour vous? bah carrément, bon, de toute façon, on va pas se mytho, hein, le Covid est passé par là, hein. Nous, avant le Covid, on était mensuel. Après le Covid, on est semestriel. Donc, clairement, il y a quelque chose à retenir là-dessus. Si je le dis en termes trivial et purement économiques, bah, le print, le magazine papier mensuel avant le Covid, il est à l'équilibre en partie grâce à ses ventes en kiosque, mais majoritairement grâce à la pub. Quand le Covid arrive, la pub chute. Ouais. Et nous, c'était juste inconcevable de garder un magazine mensuel à perte parce que ça aurait creusé une perte qu'on n'était pas du tout prêt à assumer. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on gère vraiment la boîte en bon père de famille et la trésor qu'on avait, il était hors de question de la grignoter pour l'amour du print. Pour nous, l'amour du média va au-delà, ça va en vidéo, ça va sur le web, ça va sur plein d'autres sujets, mais on pouvait pas se permettre de maintenir le print en mensuel pour creuser notre tombe. C'était d'autant plus vrai que pour un média comme Trax, qui est un média culturel, on n'a quasiment eu aucune aide de l'État. Donc, c'est encore un sujet sur lequel on se bat actuellement et notamment aux côtés des camarades de l'appel des indépendants et avec l'aide de toutes les personnes présentes là-dedans. Mais c'était encore plus indispensable de regarder les choses en face qu'on n'avait bah, aucune aide. Et parallèlement à ça, il y avait quand même un débat de fond. C'est que on a testé énormément de choses pendant le premier confinement. On a mis nos magazines, tous nos magazines en free download pendant 48 heures pour tester, pour voir la réaction des gens. On a mis plein d'articles longs, d'archives issus du print. On les a mis sur le web comme ça, sans dire trop d'où ils venaient, en les postant, voilà. Et parallèlement à ça, on a mis un très gros questionnaire. Enfin, il fallait passer 20 minutes pour répondre à toutes les questions. On a mis un questionnaire en ligne
pour répondre à toutes les questions qu'on se posait, on les a posées à notre audience, avec vraiment un niveau de détail assez élevé. Genre, est-ce que mensuel, c'est trop? Selon vous, qu'est-ce qu'on devrait faire sur le web? Est-ce que c'est OK pour vous quand on travaille avec des marques? Si oui, lesquelles? Est-ce que vous seriez d'accord pour nous donner le top 3 des marques avec lesquelles on peut bosser? Selon vous, le rythme sur le print, ça devrait être quoi? Quels sont vos articles préférés? Bref, plein de questions. On s'attendait, nous on estimait qu'il nous fallait au moins 800 réponses complètes, c'est-à-dire pas des réponses de charlatans, parce que moi il y avait il y avait une petite enceinte Sonos à gagner derrière, donc bon il y avait forcément des réponses un peu claquées quoi. Nous on espérait 800 réponses bien faites pour pouvoir analyser le truc. En fait on en a eu 2000, donc beaucoup plus que ce qu'on espérait. Et en fait, on avait les réponses à toutes nos questions à l'intérieur, hein. C'est-à-dire que les gens nous ont dit la réponse en pole position, c'était franchement mensuel, c'est trop. Les gens nous ont dit en fait, là, vous avez partagé plein d'articles longs sur le web qui étaient dans le print, on ne le savait pas. On ne savait pas que vous aviez fait un long grid sur le rail, on ne savait pas que vous avez fait un article d'anthologie sur les derniers Macumba de France. Et en fait, moi j'avoue, j'ai eu des moments où c'était pas vexant, mais j'avais même des amis qui me disaient j'adore Trax, je les lis tous. Et en fait, j'ai reçu des mails pendant le premier confinement, on me disait ah ce papier il est charmé. Je me disais mais putain il est sorti il y a 4 mois dans un print qu'on avait du mal à vendre avant le Covid. Donc bon, franchement toutes ces informations cumulées, on s'est dit bon bah franchement on adore le papier. Et du coup pour ceux qui l'ont vu, on s'est attelé à faire un très bel objet de 240 ou 260 pages. On espère qu'en sortie de crise, on fera plus de papier, mais je pense qu'on redeviendra pas mensuel pour tout vous dire. Mais on s'est dit, OK, bah, le budget pitch qu'il y avait sur le print, on va le mettre sur le web, on va mettre de plus en plus de qualité sur le web et voilà, on va faire évoluer notre rythme de publication. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est sans regret. Parce que le print, franchement, n'avait pas le niveau d'exposition qu'il méritait. Et bah, toute cette qualité, on essaye de l'emmener beaucoup plus sur le web et les réseaux sociaux parce que bah, c'est un fait, les gens sont là-dessus et il y a un intérêt, il y a un succès d'estime du print, mais il se traduit quand même parfois difficilement en vente. Donc voilà. Ça marche. Et du coup, tu parlais de réseaux sociaux. Vous êtes Mm. actuellement pas trop sur les réseaux TikTok ou Snapchat, par exemple. Vous avez une Mm. stratégie qui est plus sur Instagram, sur Facebook. Ça, c'est un Ouais. choix de votre part. Comment tu nous l'expliques? Bon, franchement, c'est du pragmatisme entrepreneurial, on va dire. Moi, si je pouvais, je serais sur les deux, Snapchat et TikTok, clairement à mort. Pareil, hein, je me répète un peu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye de gérer ça de la façon la plus raisonnable possible. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde les choses, les gens qui émergent vraiment aujourd'hui, les médias qui émergent vraiment sur Snapchat, c'est des gens qui ont mis des ressources importantes dessus. Donc, des exemples qui peuvent être inspirants, bah, ça peut être, je sais pas, Brut, Sopress, Combini. Bon, bah, il y a 2 à 3 personnes qui y passent du temps. C'est de la ressource, du coup, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des personnes. Actuellement, c'est pas une dépense qu'on peut se permettre. Parallèlement à ça, on a essayé de recouper les informations qui sont à notre disposition. Et bah, pour se conforter dans notre décision, qui, vous l'avez compris, n'est pas forcément une décision de cœur, mais plus de raison, bah, en fait, on constate que il y a des jeunes qui sont pas du tout sur Facebook et qui sont sur Snapchat, mais sur l'audience qu'on retrouve sur Snapchat, on en retrouve entre 50 et 65%, ça dépend des chiffres qui sont divulgués, mais on les retrouve sur Instagram. Donc on s'est dit, bon, en tartinant Instagram et Facebook, finalement, on n'a pas tout perdu. Il y a quand même une grande partie de la jeunesse qui, OK, n'est pas sur Facebook, mais qui est quand même sur Insta et on les touche. Et ensuite, l'autre donnée qui est à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, pour générer du trafic sur un site web, ça reste Facebook, le réseau social principal. Donc, Insta a une influence grandissante. C'est super important d'être sur Insta. On peut faire des choses folles, on peut raconter des super histoires sur Insta. Mais aujourd'hui, quand on partage des liens, que ce soit sur Facebook ou sur Insta, ça restera toujours Facebook qui vous amènera le plus de trafic. Et ça, c'est encore une réalité. Donc, voilà un petit peu ce qui a animé nos prises de décision. Mais si on atteint bien nos objectifs et qu'on progresse bien, vous nous retrouverez dessus parce qu'on a super envie d'y être, quoi. Ça marche. Parce que là, actuellement, les contenus qui sont sur le site, sur le magazine papier et sur les réseaux sociaux, c'est des contenus qui sont complètement différents. C'est vous traitez les choses un peu différemment. Vous essayez de faire. Bah, nous, on a un petit peu une obsession, on va dire, de la palette, c'est-à-dire, on se dit souvent, considérons 100% de la palette.
100% de la palette, ça veut dire il y a des sujets qu'on peut mettre en vidéo, format long, enfin format long, c'est compris, hein, chez nous, un format long, ça peut aller jusqu'à 7-8 minutes, aujourd'hui c'est ça. Il y a des formats plus courts, il peut y avoir des capsules où c'est plus les gens qui ont fait une vidéo eux-mêmes via leur téléphone, c'est d'autres façons de faire des vidéos. Aujourd'hui, éditorialement, il y a des posts Instagram dans le feed, une photo avec un texte de 5 lignes qui peuvent être super puissants, c'est une façon de prendre la parole. Il y a la story Facebook, il y a l'article plus ou moins long, le long grid. Voilà. Nous, on essaye de vraiment considérer toute la palette en se disant, en se posant des questions en fait à chaque fois. On a des formats qui vont beaucoup plus en story, Instagram en premier lieu, mais qui après vont se retrouver dans le feed. On a des formats qui sont exclusifs à Facebook. On a des formats qu'on positionne partout. Franchement, on se pose des questions pour tous les formats. Je pourrais pas, ce serait un peu trop long, on va dire, là, de te dire dans le détail qu'est-ce qui va où. Mais en tout cas, on essaye à chaque fois de se poser la question en se disant, tiens, cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Une vidéo, est-ce qu'on a le temps? On n'a peut-être pas le temps. Bon, bah, à minima, faisons-en un post bien pensé sur Insta. Et voilà, on essaye d'utiliser la palette au mieux en fonction du temps qu'on a et de la puissance du sujet, quoi. Et du coup, est-ce que tu as un format en tête ou une collab que vous avez fait récemment là sur le média qui t'a marqué ou que tu as particulièrement pris du plaisir à faire? Bah, plein de trucs. Franchement, en plus, nous, bon, chaque année, on se fait un séminaire et là, on a terminé un séminaire éditorial en janvier, pardon. Du coup, on est en train d'appliquer plein de choses en ce moment qui sont issues de notre séminaire de janvier. Donc, j'avoue que je suis fier de plein de choses en ce moment sur Trax, de plein de choses qu'on fait qui vont dans le bon sens. Si je devais citer des choses dont je suis assez content, bah là, il y a un portrait en ce moment sur le site de Philippe Crouchier, qui était un DJ, bon, je vais relire le titre hein, pour faire simple, mais qui était un DJ un peu dandy, mystérieux des nuits parisiennes, donc dans les années 80. Voilà, c'est un portrait, c'est un long grid, c'est un papier de fond qui est disponible sur le site en ce moment. Voilà, c'est un article quali, c'est du gros journalisme, c'est une très belle histoire, ça fait voyager, c'est des clins d'œil à plein de médias, à plein d'époques. C'est vraiment la recherche d'une histoire qui est pas évidente en fait, parce que c'est pas un nom qui saute à l'esprit de tout le monde, mais en gros c'est vraiment révéler, en tout cas rappeler une histoire. Et puis je sais pas, parallèlement, on commence à faire des portraits de producteurs rap, parce que bah justement, vous avez peut-être remarqué qu'on avait fait une couverture Jul. Voilà, l'année dernière, parce que bah, en fait, Jul produit ses morceaux et donc produit, factuellement parlant, de la musique électronique. Et du coup, c'est aussi un truc qui était assez naturel au début des années, enfin, qui était plus naturel, on va dire, à une époque que j'ai pas connue en fait, hein, parce que j'étais trop jeune. C'est-à-dire, bah voilà, des producteurs de musique électronique, des producteurs qui produisent la bande son d'un rappeur, voilà. On va dire qu'il y a plus d'icônes comme, je sais pas, DJ Mehdi, Madlib à la croisée des styles et ça paraît évident pour tout le monde. Et on se dit que c'est peut-être une mission pour Trax aussi aujourd'hui d'essayer de recroiser ça parce que les deux mouvements sont super puissants, on va dire la culture rap et les cultures électroniques. Et on se dit que nous, on a peut-être une mission là-dedans, pas pour parler des rappeurs et de leurs textes parce que ça, c'est bon, c'est suffisamment fait et c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, mais plus essayer de décrire, de commenter la bande son du rap. Et là, du coup, voilà, en ce moment, il y a un portrait qui est le portrait d'un producteur qui s'appelle Binks Beats, voilà, qui est un beatmaker qui a bossé pour Alpha One, Hamza, Lee Baby. Et de plus en plus, on essaye de se positionner là-dessus, soit sur des portraits des longues grids, soit sur des formats. On a un format qui s'appelle Fast Track, qui en fait, c'est un producteur qui décrit une prod qu'il a créée. Où là récemment, il y en a un qui a pas fait beaucoup de vues, mais dont moi j'étais super fier, qui était sur Timothée Joly, qui pour le coup est pas un rappeur, mais qui est un chanteur, qui a un profil, je dirais peut-être un petit peu inclassable, mais qui produit aussi ses sons. Et du coup, je trouve ça vraiment cool quand on peut bah voilà présenter un mec qui chante et en fait bah il a fait sa prod et on va en parler parce que bah il a produit sa propre bande son et c'est aussi à Trax de raconter ça quoi. Donc en vrai en ce moment je suis fier de pas mal de choses qu'on se fera. J'étais très fier du numéro Tout va bien le décembre janvier là et voilà et puis sinon pareil, beaucoup de fierté sur Mine, sur ce qui sort en ce moment, l'ouverture, les articles, les vidéos qui sortent. Mais bon, après, franchement, je pourrais vous en parler des heures. Donc, je vais te laisser la parole, Yvan, parce que sinon. On a déjà une petite question là, tant qu'on parle de ligne éditoriale et Ouais. des sujets qui sont traités. Il y a Océane qui nous demande si par rapport à cette période Covid, est-ce que vous allez intensifier un peu les sujets sur l'engagement social aussi
et notamment au vu des difficultés qu'a pu rencontrer le secteur culturel en ce moment? Ouais. Alors, pour ce qui est de notre bataille pour nos cultures et pour les métiers de l'événementiel, bon, je pense qu'on peut toujours faire plus, mais dans l'idée, moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait et ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire que ce soit par des formats plus longs, des vidéos, ou bien par des formats plus courts pour relayer les belles initiatives, les bonnes nouvelles. On a essayé d'être très actif sur le sujet et j'ai l'impression qu'on l'est toujours. Ça s'est traduit comment? Par exemple, pendant le Covid, pendant le Covid, pendant le premier confinement, pardon, on a carrément, nous, rebossé notre site web avec une page dédiée qui s'appelait Tracks for Culture, où on a vraiment réorienté la moitié de notre rédaction uniquement sur ces sujets-là pour les décrypter, pour les mettre en avant, pour faire des papiers de fond avec les professionnels. On a fait beaucoup de vidéos aussi pour prendre des nouvelles de DJ, de programmateurs. Donc voilà, donc vous pouvez trouver tout ça pour ce qui est des vidéos, dans la catégorie vidéo de nos pages. Mais voilà, on a fait pas mal de vidéos, pas mal des articles longs et pas mal d'articles courts pour essayer de donner des news, des infos. Bon, ça c'est facile, c'est un côté plus curateur, pure player, mais essayer aussi d'amener voilà des démarches plus de fond et sur ces sujets-là. Et on essaye de le faire toujours. Et puis après, à titre perso, on va dire, et les personnes dans la boîte s'engagent aussi. Voilà, moi, j'essaye de m'investir un petit peu particulièrement dans l'appel des indépendants, par exemple. J'ai un camarade qui s'investit un peu plus dans les démarches auprès du Prodis. Bon, voilà, on essaye aussi auprès des professionnels de s'investir là-dedans. Et puis, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais on a des festivals aussi. Et du coup, via nos festivals, on essaye aussi de préparer la suite, et c'est-à-dire des événements qui seront Covid compatibles, on va dire, et pour la reprise. Et par ailleurs, et je ne sais pas si c'était aussi le sens de la question, mais du coup, je digresse là-dessus parce que c'est aussi un des révélateurs que ça a eu sur nous. On a eu beaucoup de discussions en interne, introspectives, avec tous les membres de la boîte, des dirigeants aux stagiaires, on va dire. On a essayé d'avoir plus que jamais des discussions ensemble pour se demander qu'est-ce qui était important pour nous dans la vie. Et forcément, ce qui est ressorti, c'était aussi qu'on est fier de ce qu'on fait, on est fier de nos batailles et qu'on va continuer comme ça, mais tout le monde était assez preneur de donner plus de temps et d'action vers des actions solidaires en fait. Et du coup, on est en train de mettre en place un certain nombre d'actions en interne. Franchement, il y en a une foultitude, donc pour essayer de vous les résumer, il y a des trucs tout simples, tout concrets. Par exemple, hein, on s'est engagé depuis un mois, on n'achètera plus de matériel informatique neuf. Et d'ailleurs, c'est une idée qu'on a eue en venant aux États généraux de l'appel des indépendants à Lyon. Et du coup, moi, je suis rentré au bureau, j'en ai parlé avec tous les collègues et tout le monde était d'accord. Donc voilà, Trax, Bon Esprit et Mint, on n'achètera plus d'ordinateur neuf. À part peut-être pour une caméra à un moment donné si on est vraiment bloqué. Mais encore la semaine dernière, il a fallu qu'on achète micro-ondes, des cafetières pour nos nouveaux bureaux et on a tout acheté sur Back Market, par exemple. Donc voilà, bon, ça, c'est des petites actions toutes simples et concrètes, mais on est en train, avec des camarades, de faire des ateliers sur l'écriture inclusive, à la fois en interne, à la fois pour l'externe. Et on lance, on va dire, un programme Bon Esprit pour avoir des activités purement solidaires, associatives. Et on va s'associer à des associations sur des programmes de 1 ou 2 ans pour leur donner du temps et de l'argent. Voilà, donc voilà, je ne sais pas si c'était le sens aussi de ta question, Océane, mais on va prendre une orientation dans nos activités plus solidaires. Ça marche. Avant de passer un peu à des questions sur le modèle économique et le modèle d'agence, il y a deux autres questions dans le chat. Une première sur l'organisation de tes séminaires éditoriaux dont tu as parlé. Comment vous avez un peu organisé ça, que ce soit en amont ou pendant? Comment ça a fonctionné? Ah vaste sujet, hein. Nous après on commence à être assez rodé. On remet toujours en question nos méthodes. À chaque début de séminaire, c'est jamais les mêmes. Mais on a quand même un logiciel, on va dire, comme façon d'aborder les séminaires. Donc nous en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, on essaye de fonctionner sur des principes holocratiques. Donc pour ceux à qui ça parle pas, en gros, c'est d'essayer de plus en plus rendre la boîte horizontale dans son fonctionnement à la place de vertical. Donc vertical, c'est des ordres descendants, des prises de décision descendantes, ou alors des informations qui remontent. Horizontal, c'est l'inverse. Hein. Essayer de rendre de plus en plus les gens autonomes et en capacité de prendre des décisions eux-mêmes
par rapport à leur cercle de compétences et leurs camarades. Nos séminaires sont vraiment à cette image, c'est-à-dire on a des méthodes. Généralement, on arrive sur le début des séminaires, c'est on commence par rigoler, des petits trucs à la con pour lâcher la pression. Puis après, on essaye vraiment de parler de ce qui va et ce qui va pas, quoi. Genre, allez, on parle de tout ce qui va. Qu'est-ce que vous avez kiffé cette année? Paf, 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 on en parle, on le met de côté, on le note au chaud et on parle aussi de tout ce qui va pas. On le note, on le met au chaud. Et si je devais le résumer grossièrement, ben, la suite du séminaire va servir à essayer de répondre à ce qui va, comment on fait pour le pérenniser, le faire durer, et ce qui va pas, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre? Et on va essayer de trouver des réponses ensemble. Et la fin du séminaire, c'est un peu un deal tacite. Oups, pardon, excusez-moi. C'est un peu un contrat qu'on a entre nous. Moi, on va dire là-dessus, mon rôle avec mes camarades plus issus de la direction, c'est plus d'animer en fait et de faciliter les sujets. On fait en sorte, nous, on va dire les plus anciens entre guillemets, de parler en dernier, quoi, de laisser les gens s'exprimer et d'essayer de trouver les voies qui sont les plus engageantes pour toute la team en fait. Et derrière. Et derrière, en fait, ça nous donne un plan d'action. Et ce plan d'action, on se dit qu'on doit le tomber en un an. Voilà. Et donc, cette année, pour le séminaire éditorial de Trax que j'ai terminé, que j'ai animé, bon, je prendrais pas mal de temps si je vous décrivais tout ce qui en est ressorti, mais je vais vous donner un exemple concret, qui est quand même une action un peu forte et qui est en place déjà là sur nos réseaux. C'est que donc on avait des news sur notre site, donc des petits formats d'infos qui sont entre, je sais pas, 400 et 600 signes, 5 à 10 lignes, quoi. Eh bien, on ne fera plus de news sur notre site. Donc là, depuis normalement début février, vous pouvez constater que sur le site de Trax, il n'y a plus que des longs papiers. Et maintenant, les news, c'est une image. C'est une image qui est postée directement sur les réseaux sociaux. Et voilà, et on a fait le bilan tous ensemble que c'est pas quelque chose qu'on voulait arrêter, parce qu'on pense que curater l'information par des petits formats, c'est l'occasion de faire des choses simples et parfois efficaces, donner de la force à un lieu qui s'ouvre, permettre à un festival de remplir sa billetterie, annoncer une petite nouvelle simple et rapide et qui est une bonne nouvelle, ou alors une moins bonne. Alors, on veut pas arrêter de curater de l'information simplement, on va dire, mais par contre, le mettre sur notre site, l'éditer sous forme d'article, ça, c'est des choses qu'on n'avait plus envie de faire. Et donc, par exemple, voilà, les news de Trax, maintenant, ça ne passe plus par notre site web. Et indirectement, et pour vous dire aussi à quoi ça répond, il y avait des enjeux de fierté de la team. La team voulait être fière aussi du site et de l'expérience qu'on peut avoir quand on arrive sur le site. Et il y avait aussi l'enjeu de temps. Ils estimaient qu'ils perdaient beaucoup trop de temps à éditer des articles qui en valaient pas forcément la peine. Et aujourd'hui, j'en ai parlé hier justement avec la team qui s'en occupe, ils ont gagné énormément de temps. Ils estimaient entre 2 à 3 heures par jour. Donc c'est énorme. En arrêtant de faire des news sur le site. Voilà. Okay. Donc un exemple de ce qui est ressorti du séminaire. Ça marche. Donc avant d'aller sur cette partie modèle éco, j'ai juste une autre question qui est arrivée sur Snatch. Est-ce qu'avec un peu de recul, il y a des erreurs, que ce soit économiques, éditoriales, organisationnelles, que tu as pu identifier en particulier et qu'il faudrait éviter de faire ensuite? Ouais, bien sûr. Bon, sujet un peu touchy, hein. Mais bon, je vais essayer d'en parler simplement. Il y a différentes façons de raconter de la fin de l'histoire de Snatch. Moi, pour être super transparent, pour moi, la fin de Snatch, elle est humaine. Voilà, pour être super honnête. Snatch, quand ça s'arrête, honnêtement, c'est à son apogée. Je veux pas encore une fois, je suis pas objectif. Je suis super fier de ce projet. J'ai trop kiffé mes camarades de l'époque. Voilà, on a vécu des choses formidables ensemble et voilà. Mais en vrai de vrai, la fin de Snatch, elle est humaine. À l'époque, c'est vrai que Snatch avait des difficultés financières, c'est-à-dire que la boîte avait mal été structurée financièrement et qu'il y avait des choses pas forcément simples à gérer de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais dans les faits, si je prends les 2 dernières années de Snatch, Snatch a jamais été aussi populaire. On n'a jamais autant d'artistes majeurs, j'ai envie de dire mes icônes, quoi, qui nous ont soutenus et donné une force. Je veux dire, je sais pas, il y avait Oxmo, Kim Chapiron qui venaient au bureau pour nous dire je veux faire ça avec Snatch, venez les gars, on fait ça, faut que vous passiez à Canal, venez, on va faire un événement de fou ensemble. On devait faire une soirée avec DJ Mehdi où il y avait
je sais pas, il y avait Headbanger et Mafia qu'un fric qui devaient se mélanger sur scène, quoi. Et en termes de business, je sais pas, on signait nos plus gros contrats, on gérait des contenus pour Orange, pour des beaux contrats pour le Rhum Havana. On n'avait jamais fait autant de business. Dans les faits, si la team à l'époque, euh, si le socle était resté solide, les problèmes d'argent, on en aurait fait du passé assez simplement et Snatch aurait poursuivi sa trajectoire. Dans les faits, voilà, hein, ça arrive dans des aventures entrepreneuriales. Il y a des choses humainement, il y a des choses où ça s'est effrité et on a commencé, on va dire, à avoir du mal à vivre ensemble, on va dire. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et moi, par exemple, moi, j'étais sur le départ en fait. Quand Snatch, ça s'est arrêté en août et en fait, moi, j'avais annoncé mon départ en mars et je devais partir en juillet. Donc moi, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait un petit effet bigou parce que j'étais sur le départ et voilà. Et en fait, ça s'est arrêté genre, je sais pas, 3 semaines après que je sois parti quoi. Et j'étais pas le seul à partir en fait, malheureusement. Il y avait d'autres collègues à la rédaction, à la DA qui étaient partis. Et en fait, il y avait un socle. Snatch était encore à une étape. Là aujourd'hui, je peux dire que je suis dans des activités qui sont structurées. On est une trentaine, dont 24 permanents et 6 stagiaires. Il y a des gens à des rôles clés. Donc voilà, aujourd'hui, je peux partir en vacances et enfin, assez sereinement. Snatch à l'époque, c'était quand même un truc de fou furieux parce que on se mettait une pression dingue, mais dans les faits, on était 6 quoi. Et les gens nous disaient souvent, ils arrivaient au bureau, ils disaient quoi, vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment là dans 40 mètres carrés à 6 avec notre canapé, on l'avait fabriqué avec des magazines, hein, si vous voulez. Bon, ça, c'est plus parce qu'on était à l'arrache qu'autre chose, mais et en vrai, c'était archi rigolo parce que les gens se posaient sur des tas de snatch. Mais je dis ça, bon, c'est pour l'anecdote, c'est pour le clin d'œil. Mais dans les faits, en fait, on était 6 à faire un travail de fou, quoi. On travaillait, je sais pas, le week-end, le soir. Et en fait, voilà, bah, ça arrive, hein, et à un moment donné, il y a eu un chassé-croisé, un peu trop de départ, et du coup, voilà, c'est comme ça un peu que ça s'est arrêté, Snatch. Ça marche. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que quand tu étais arrivé à Trax, tu avais aussi ramené donc un peu ce modèle d'agence que toi, tu connaissais déjà et que tu Mhm. développais déjà avec Bon Esprit. Est-ce que tu peux nous donner un peu un exemple concret de ce que c'est donc une collab d'agence, enfin une prestation d'agence que tu peux mettre en place aujourd'hui avec Bon Esprit et Trax, comment ça fonctionne, quels sont les types de clients, un peu qu'on ait un exemple? Mhm. Des exemples de collab? Franchement, il y en a beaucoup. Je vais vous citer des exemples, voilà, dont je suis fier, enfin, qui me parlent bien. On a fait une grande brocante pour Le Bon Coin avec Trax. Voilà, Le Bon Coin, c'est une marque très populaire chez les Français, qui a beaucoup d'arguments, bah, notamment dans des enjeux écologiques et d'upcycling. On leur a dit qu'on aimait vraiment bien la marque Le Bon Coin. Enfin, moi, à titre perso, j'utilise souvent Le Bon Coin, quoi. Donc, c'est vrai que la relation, elle a été assez vite, assez simple, assez saine avec eux. Et voilà, on s'est tripé. On est parti sur un gros projet OK, si on faisait une grosse brocante où il y aurait des vinyles, il y aurait du matos à acheter, des platines et tout, mais où finalement, on irait aussi beaucoup plus loin et on irait chercher bah, tout ce qui nous fait kiffer, hein. Typiquement, pendant cette brocante, Headbanger, ils sont venus vendre des shoes d'occasion. On a des copines qui ont des labels et qui sont venues vendre des meubles qu'elles avaient chinés. Et on s'est dit, franchement, si on fait pas ça comme ça va pas vraiment nous faire marrer. Et du coup, on en a fait un peu une grosse kermesse. Et franchement, c'était un régal. Je sais pas, il y avait 3 000 mètres carrés. C'était un très, très gros espace. Il y avait plein de copains, de gens qu'on connaissait pas, mais avec qui on avait envie de bosser. Il y avait, je crois, un truc comme 40 exposants. Et puis, ça a largement dépassé nos attentes, hein. Je crois qu'il y avait 18 000 attending. Voilà, Le Bon Coin était super content. Et puis, pour parler un petit peu en compétences, donc là-dessus, on a fait donc la conception, la production de l'événement, il y avait la créa graphique, il y avait l'animation des réseaux sociaux, il y avait une campagne de street marketing qu'on a mis en place aussi en parallèle pour soutenir cet événement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a créé aussi des articles, on a donné de la force via les médias à cet événement. Donc il y avait de la médiatisation, via des articles, via de la publicité. Donc voilà, c'est un truc où on a vraiment pris du plaisir et qui faisait rayonner pas mal de compétences de l'agence. Et si je devais vous donner d'autres exemples, là récemment pour Mint, on a travaillé avec la marque Aberlour où il s'agissait vraiment de créer une expérience via une destination, un voyage, un chef.
Et donc, en fait, il y avait vraiment un pendant public. C'est quelque chose qu'on a pu voir par le biais du média, via de la création de contenu. Et il y avait aussi un pendant invisible qui, pour le coup, était plus basé sur les savoir-faire de Mint, les savoir-faire de l'agence, mais qui n'était pas spécialement visible par le public. Où, en fait, tout bonnement, il y avait un voyage qui a été fait en Bourgogne pour des influenceurs, enfin des gens qui ont de l'influence, on va dire. Voilà, qu'on a piloté, on les a aidés à sélectionner les personnes. En plus, ce qui nous a plu là-dessus, c'est que nous, dans notre ADN, je vous cache pas qu'on n'est pas, c'est pas force, on va pas naturellement vers des influenceurs, en tout cas des gens qui ont de la super influence. Nous, on a plutôt tendance à prôner pour nos partenaires ce qu'on va appeler de la micro-influence, c'est-à-dire des gens qui ont un vrai propos, en fait, qui ont une vraie compétence, qui sont, je sais pas, vraiment cuistots ou vraiment menuisiers, mais qui ont bien mis ça en image sur, globalement, ça se passe souvent sur Insta, et qui vont pas forcément avoir des gros comptes, ça veut dire, je sais pas, 20, 30, 40 000 followers, mais qui pour le coup ont une vraie ADN, et voilà. Et donc nous, on va beaucoup mettre en avant beaucoup plus ces personnages-là. Et du coup, on était super contents parce qu'avec la marque Aberlour, ça s'est archi bien passé. Et ils nous ont pas non plus trop demandé d'aller prendre des grosses restas de l'influence avec qui, en vrai, on se serait un petit peu emmerdé. Et ça s'est globalement passé avec des gens qui font plus partie, on va dire, de la micro-influence, mais ce que nous, on trouve le plus crédible. Et des gens qui sont des faiseurs, en fait. Et du coup, voilà, il y avait clairement un petit voyage de presse, un petit voyage influence derrière. Et donc, voilà, ça a réuni un certain nombre de compétences. Et voilà, c'est une opération dont on est assez fier. Ok. Et du coup, sur ce genre de prestations, tu as des équipes du coup du média, des équipes de l'agence qui travaillent ensemble. Et donc, en gros, tu réunis Ouais. un peu tout le monde. Et comment tu arrives aussi Mm. à garantir d'un côté que la ligne éditoriale du média, elle puisse rester un peu indépendante, et en même temps de travailler avec des marques qui peuvent être aussi extérieures. Voilà. Comment vous faites? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose pour pouvoir contrôler ça? Est-ce que vous vous réunissez pour discuter de ça? Est-ce qu'il y a des process qui sont mis en place? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, on en parle au quotidien. Bon, c'est pas facile, hein, je vous cache pas. Pour la simple et bonne raison qu'on a une grosse pression économique. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur mes activités depuis le début et encore aujourd'hui, Euh, on est sur nous, ce qui nous anime à la base, c'est les métiers de la culture. Moi, ceci dit, les métiers d'agence et de marketing, je les ai épousés sans problème en fait. J'aime beaucoup ça. J'ai pas de tabou à bosser avec une marque, monter des projets trop cool. En fait, même, je vous cache pas que souvent c'est même un exutoire parce que j'ai des projets. Enfin, on a des projets qu'on rêve de faire en tant que média, qu'on n'a pas les moyens de faire, et c'est souvent grâce à un partenaire qu'on peut les faire. Là, ce que je vous ai cité tout à l'heure sur le Bon Coin, c'en est un exemple. Faire une brocante gratuite pour les gens dans un lieu de ouf avec 40 exposants, en fait, on n'avait pas les moyens de le faire nous-mêmes et on a pu le faire grâce à un partenaire. Donc voilà, je vous dis juste ça grand angle parce que, en fait, contrairement à un certain nombre de structures culturelles, il y a pas d'argent public chez nous. Et c'est vrai que globalement, dans la culture, pour beaucoup de structures, on retrouvera dans le prévisionnel des bases, des lignes plus ou moins fixes, mais assez récurrentes. Chez nous, c'est quasiment pas le cas. Bon, avec le Covid, on en a fait un peu les frais parce que maintenant, on essaye quand même d'être un petit peu aidé, mais on part avec un gros train de retard. Ceci dit, le fait de pas spécialement avoir cet argent-là et de générer notre marge nous-mêmes, c'est aussi générateur de beaucoup de fierté, hein, je vous le cache pas. Voilà. Pourquoi je dis ça, c'est que dealer avec tout ça, c'est pas toujours simple parce que forcément il y a aussi une pression économique quoi. Pour rentrer un peu plus dans le détail, nous la rédaction, en fait, les rédactions, hein, celles de Mint ou de Trax, vont nous dire ce qui est possible ou pas. Voilà, en Ok. termes de contenu. C'est pas toujours binaire. Hein. Vous imaginez bien que un bizdev, donc un bizdev c'est quelqu'un qui va amener un contexte. Le bizdev va tirer la couette de son côté. Si la rédaction lui dit c'est pas possible, le bizdev va dire ah t'es sûr si on fait comme ci ou comme ça peut pas passer. Donc, c'est un échange aussi. Hein. Parfois il y a des sujets qui évoluent. Ça nous est arrivé de transformer des projets, c'est-à-dire on discute avec une marque, ça ne passe pas du tout sur l'éditorial, on le fait en marque blanche. Voilà, ça nous arrive de faire des projets comme ça de manière sans l'associer aux médias, donc sans l'associer à nos structures qui ont une vocation publique, enfin orientée vers le public. Voilà, et après, je vais prendre un exemple concret d'une opération qu'on a faite là il y a 2 semaines qu'on a terminé il y a 2 semaines avec H&M et Trax.
Voilà, bah, c'est normal, hein, ça aurait pu soulever quelques questions en interne. Franchement, on a été content et fiers de bosser avec H&M parce que c'est sûr, on peut pas tout cautionner, c'est un fait. Mais le fait est, c'est qu'ils sont venus nous voir avec un projet capsule super écologique en collaboration avec une marque qui s'appelle Lee Cooper, qui est une marque aussi qui nous parle pas mal en univers de marque parce que bah moi typiquement j'ai pas de honte à dire que je suis passionné de certaines marques quoi. Je suis passionné de Patagonia, j'adore des marques émergentes, enfin voilà. Et on se dit que nous notre rôle et c'est aussi beaucoup comme ça qu'on travaille notamment avec le groupe Heineken. Bah nous on kiffe bosser avec des groupes quand en fait ils mettent leurs forces et leurs moyens au service de causes qui nous parlent vachement, quoi. Je veux dire, moi, franchement, il y a 100% des projets qu'on a fait avec Heineken dont je suis super fier. Parce que bah, je trouve qu'ils vont grave dans le bon sens, en fait. Ils vont dans le sens de la culture authentique, de la culture craft. Et bah, là, typiquement, cette opération avec H&M, on a discuté, on s'est posé des questions, mais le contenu, on s'est dit franchement, là, ce qu'ils sont en train de faire, ça va dans la bonne direction. On souhaite qu'H&M fasse tout comme ça. Et en vrai, s'ils le faisaient, ce serait une révolution et ce serait un peu une lumière dans l'obscurité pour toutes les autres industries. Mais du coup, on se dit qu'on s'interdit pas de travailler avec ces groupes-là quand ça va dans le bon sens, quoi. Donc en gros, voilà, ça répond sûrement en partie à la question. Oui, donc il y a aussi une mission un peu de sensibilisation, et donc j'imagine que vous travaillez aussi du coup avec des pôles, par exemple responsabilité sociétale des entreprises, RSE, ce genre de choses. C'est avec eux que vous pouvez dealer sur ces projets-là aussi? Bah oui, oui carrément. C'est-à-dire que nous, les pôles RSE, ça nous est arrivé enfin, de parler quoi, à certains responsables RSE dans les boîtes. Après, franchement, là, on est en 2021, tout est RSE. C'est bon, Ouais. on peut se le dire, hein. Je veux dire, même le moindre brief marketing, même s'il part pas du RSE, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ce sujet-là, globalement, le pôle RSE d'un groupe, hein, d'une société, il a plus vocation à travailler des gros enjeux de la boîte et des enjeux internes, plus que toutes les petites opérations marketing. Si vous voulez, voilà, hein, le pôle RSE de n'importe quelle boîte va travailler beaucoup l'interne, les sujets d'égalité, la façon dont ça peut progresser, l'insertion, ce genre de choses. Voilà, mais c'est pas le pôle RSE qui, à la base, il n'est pas fait pour ça, pilote le moindre opération marketing. Maintenant, là, l'ère dans laquelle on est, franchement, je pense que même un brief réseaux sociaux, demain, il sera RSE. C'est-à-dire que, et quelque part, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle, hein, franchement, c'est charmé, hein, mais aujourd'hui, tout, tout, toutes les opérations, toutes les demandes, je pense, ont vocation à avoir une résonance écologique et sociale, quoi. Donc, on leur parle, mais aujourd'hui, le RSE est partout. Donc, bah, pour nous, c'est cool, hein, franchement. Je pense on n'est pas les précurseurs sur le sujet, mais je pense que Bon Esprit a toujours été sensible au sujet. Et indirectement, ça nous a valu peut-être d'avoir un petit coup d'avance sur certaines relations. Il y a pas mal de relations qu'on a historiques avec des marques et des groupes où déjà il y a 5, 6 ans, ils nous choisissaient un peu pour ça aussi. On n'était pas les experts, hein, on l'a pas mis dans notre tagline. On est une entreprise sociale, solidaire, écologique, mais c'est des gens qui nous connaissent et qui savent comment on est, comment on travaille. Et voilà, on n'est pas l'entreprise à la pointe sur le sujet, mais on a toujours été sensible à ça et aujourd'hui ça nous aide, quoi. Ça joue en notre faveur. Ça marche. Et là, avec un peu tout ce que vous faites, la diversité d'activités, comment toi tu imagines un peu le développement de vos structures dans quelques années? Quelles sont un peu vos ambitions, vos envies, si d'aller peut-être sur d'autres terrains ou... Là, nous, la suite logique, c'est on a une grosse année là qui se présente devant nous, c'est une année un peu charnière. On va passer la crise. Donc ça, déjà pour nous, c'est une bonne nouvelle parce que bah on fait partie des activités où on aurait pu être grave en danger. On sait qu'on va passer la crise, on sait qu'on a une feuille de route qui est tenable. Je vous cache pas que c'est déjà le fruit de beaucoup de travail et de beaucoup de stress. Donc déjà rien que vous dire ça, moi j'avoue, ça me fait du bien. Si on atteint tous nos objectifs, on pourrait faire une année où on stabilise vraiment tout. Donc on serait rentable. Bon, comme d'habitude et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pas se verser des dividendes. On va bien sûr tout réinjecter dans le développement. Ce qui se passerait logiquement, c'est que bon bah voilà, une structure qui grandit, c'est aussi stabiliser la situation des personnes et de la boîte. Donc une des premières questions qu'on se poserait, c'est améliorer aussi bah, les conditions de travail pour tout le monde.
même si on est dans des conditions qui sont plutôt, qui sont déjà bonnes, on a toujours des questions à se poser à cet endroit-là. Ce qui pourrait se passer à l'avenir, c'est peut-être intégrer d'autres médias. Pas beaucoup. Je pense pas que notre groupe a vocation à intégrer beaucoup d'autres médias. Je pense qu'à l'avenir, si on le fait, on parlerait d'un ou deux médias et que ça se passerait pas en 2021, mais donc nécessairement en 2022, après avoir fait cette année 2021 qui est charnière. Ce qui pourrait se passer d'autre, c'est il est fort probable que tôt ou tard Trax passe à l'international, c'est-à-dire que Trax soit se mette à écrire en anglais de manière un peu hybride une partie ou tous ses contenus, soit ouvre un bureau à l'étranger en sélectionnant une zone géographique. Ce serait peut-être pas un pays, mais une zone, quoi, un continent, on va dire. Enfin, si tant est qu'on puisse approcher tout un continent d'un coup, on sait que c'est pas possible à chaque fois. Donc voilà, il y aurait peut-être quelque chose à faire comme ça pour ce qui est de Trax. C'est aussi quelque chose qui serait possible pour Mint, mais Mint a un niveau de maturité, Mint n'en est peut-être pas là où Trax, dès qu'on en aura les moyens, c'est déjà possible parce que on a un niveau de notoriété à l'étranger qui nous dépasse nous-mêmes en fait. On sait qu'il y a déjà des zones géographiques qui sont prêtes à nous accueillir et où il y a déjà beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'est une suite possible pour les médias existants. Quelque chose qu'on va lancer cette année, sans y aller comme des bourrins, mais en le lançant quand même, c'est qu'on va lancer une activité de lieu. Donc ça paraît fou en temps de Covid, mais c'est quelque chose qu'on avait toujours eu dans notre trajectoire, dans nos objectifs. Et donc, c'est quelque chose qu'on va lancer là, à partir de cette année, doucement mais sûrement. Et donc, on a une structure qui se lance. Il y a quelqu'un qui arrive spécifiquement sur le sujet. Et donc, Bon Esprit va commencer à concevoir des lieux éphémères ou dans le dur, en restauration, potentiellement en hôtellerie. Voilà, on est là-dessus en ce moment. La structure est en train de se lancer. Et puis, dernier sujet qui n'arrivera pas à court terme, mais qui serait probable entre, je sais pas, 2022, peut-être plus 2023, mais c'est peut-être d'incuber des projets. Et on se voit pas forcément incuber des médias, donc comme je le disais précédemment, si on intègre des médias, on en intégrera peut-être un ou deux, mais pas plus. Et franchement, voilà, on sait pas à quelle vitesse et quand on montera là-dessus. Mais mais on se demande si on n'irait pas incuber des entreprises en fait sur des activités connexes à nos activités. Donc voilà, ce serait, je sais pas, incuber, je sais pas, essayer de travailler le gobelet du futur. Voilà, on sait que j'en parlais à Yvan récemment, donc vous voyez, je fais ça en open source. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, mais je vous en parle quand même. Voilà, on sait que l'EcoCup n'est plus forcément écologique parce que entre ce qu'elle coûte à produire et ce qu'elle coûte à la planète, en fait, l'EcoCup n'est peut-être pas écologique. Bon, bah, ça nous ferait peut-être kiffer d'incuber une entreprise qui porte le gobelet de demain, le gobelet durable, et ce serait un projet sur lequel on aurait de la force à donner de par notre expérience entrepreneuriale, mais aussi de par la force du réseau, ou peut-être qu'avec le réseau de Trax, on pourrait aussi vachement aider l'émergence de ce gobelet de demain. Donc voilà, je vous donne un exemple comme ça, mais dans l'univers de Trax, de Mint et peut-être d'autres médias qu'on intégrerait, on se verrait bien demain incuber des projets, des produits, des services qui sont connexes à nos univers médias. Ça marche pas, très clair. J'ai une petite question encore d'une personne qui écoute la conf. C'est à qui appartient du coup Trax? Trax a un actionnariat multiple. Dedans, au total, je sais pas, au total, entre les entités et les personnes, il doit bien y avoir 6 ou 7 actionnaires, hein, je pense, au total. Nous, quand je dis nous, donc c'est nous, le groupe Bon Esprit, on va dire. On n'est pas en position de majorité, mais quasiment. En fait, on est dans une situation où on est quasiment en majorité, mais on l'est pas techniquement. C'est pas un truc qui nous dérange parce qu'on est à l'aise avec notre actionnariat et tout se passe bien. Mais du coup, dans Trax, tu retrouves donc quasiment à 51% nous, c'est-à-dire le groupe Bon Esprit, on va dire pour faire simple. Et parallèlement, tu vas retrouver des actionnaires historiques de Trax qui ont été là à des étapes clés il y a 7 ans, 8 ans, et qui ont été des gens qui ont participé en fait à la renaissance de Trax
on va dire, au cours des 10 dernières années, quoi. Mais actuellement, l'actionnariat a évolué. Du coup, aujourd'hui, voilà, Bon Esprit, c'est aujourd'hui des teams que tu retrouves dans Bon Esprit qui pilotent Trax, tant sur l'éditorial que sur la finance, que sur le social et sur voilà le développement de l'agence et tout quoi. Ça marche. Bon, juste pour finir, parce qu'on va te laisser. On va arrêter là après, mais j'ai une dernière question. Cette semaine, du coup, tu as rencontré pas mal de projets médias, de nouveaux projets qui sont donc accompagnés à Hôtel 71. Est-ce que tu aurais un outil ou deux outils que toi, qui ont un peu changé votre façon de travailler ou qui vous ont un peu aidé, que ce soit sur la partie média, soit sur la partie un peu plus interne, que tu pourrais recommander à des jeunes porteurs de projets? Ouais, carrément. En vrai, il y en a beaucoup. Moi, j'avoue que c'est